Salut à tous, bienvenue sur les ondes de Ficelle. Nouvel épisode ce soir pour parler de Betclic Elite et de Pro B avec toute l'équipe. Bonsoir à tous. Donc, on a Cédric, Ben, Fred et Thibaut. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Salut. Et salut! Salut. Gros programme. Et comme d'habitude, je laisse la place à toute l'équipe et à Thibaut en chef d'orchestre. Je vous souhaite un très très bon épisode, une très belle écoute. J'espère que les sujets de ce soir vous réjouiront et on approche de la fin de saison, donc il y aura pas mal de débats et pas mal de choses hyper intéressantes. Donc profitez-en bien. Je vous souhaite à tous une bonne émission. Salut tout le monde! Et ouais, nous arrivons à ce moment de la saison où l'enjeu des matchs devient plus évident. Certains se battent pour les playoffs, pour se maintenir en première division ou pour se donner une chance d'y accéder. On a beaucoup entendu parler de dernière ligne droite ces jours-ci et le basket français nous en offre à tous les niveaux. En Betclic Elite, il reste 6 journées à jouer. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Ready. Chaud bouillant. Parmi les équipes à la lutte pour les playoffs, on a l'Élan Béarnais et le CSP Limoges par exemple. Fred, tu étais à Pau pour le Classico. Le match a été précédé d'un vibrant hommage aux anciens et notamment à Pierre Seillant, l'ancien président du club pendant 41 ans. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'ambiance qu'il y avait au Palais des Sports? On va commencer par ça. On va commencer par le match parce que c'est effectivement ce qui a lancé ce Classico. Pierre Seillant, qui donc a été le président de l'Élan Béarnais pendant 41 ans, qui a été le président de tous les succès finalement de cet Élan Béarnais, qui il y a maintenant, là, ça commence à faire 14 ans, a laissé la présidence après 41 ans et qui n'avait pas forcément eu l'hommage qu'il méritait dans le Palais des Sports. Il y avait eu une petite cérémonie, mais effectivement, on aurait pu faire plus. C'est ce qui a été fait, à mon sens, avant ce Classico, où effectivement, il y avait beaucoup d'anciens qui étaient revenus pour lui rendre hommage. On va en citer deux, trois rapidement, mais parmi les plus connus, Antoine Rigaudot, évidemment, Frédéric Fautoux, même s'il était avec l'Asvel à Orléans la veille, avait fait le déplacement à Pau, Dragan Lukowski, MVP du championnat au début des années 2000, champion du monde avec la Serbie en 98. Puis des anciennes légendes orthésiennes, des Perper, des Deganis, des choses comme ça. Paul Anderson, le meilleur marqueur de l'histoire du club. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'histoires de l'élan béarnais qui étaient là pour célébrer Pierre Seillant. Donc ça a donné une tonalité très vibrante tout de suite au public dans ce Classico. Donc l'ambiance, elle était magnifique. Et le match ensuite, il a été pas magnifique parce qu'il y a eu beaucoup de défense. C'était cadenassé. Limoges a très bien joué, a réussi à venir chipper ce 111e Classico à Pau. Mais c'était un gros match de basket, un gros match entre deux équipes qui pourraient très bien se jouer en quart de finale. Et Limoges qui a pris l'ascendant sur Pau 2 fois cette saison. Pau qui est resté sur 7 victoires consécutives. Limoges qui était aussi sur une très bonne série. Donc c'était peut-être plus important que le Classico aller parce que le Classico aller, les deux équipes étaient sur des dynamiques bien moins intéressantes. Et le Classico aller, c'était justement la dernière défaite en date de l'Élan Béarnais avant cette défaite dimanche. Oui, complètement. Le premier Classico, c'était une défaite. Ensuite, 7 victoires d'affilée. Et ils ont reperdu ce week-end contre Limoges. Voilà, alors c'est un petit coup d'arrêt pour Pau, effectivement, dans cette lutte au play-off, même si pour l'instant, ils gardent la 4e place, mais ils ont perdu complètement le bonus qu'ils avaient accumulé jusque-là. Et tout le monde est en train de revenir un petit peu derrière, de revenir tout près. Et pour Limoges, c'est vraiment un gros coup. Franchement, tout le monde était un peu circonspect cette équipe de Limoges au début, et force est de constater que la meilleure signature, c'est leur coach qui leur a insufflé un état d'esprit assez exceptionnel et qui va peut-être les emmener peut-être à la 4e place, parce que clairement, c'est la place qu'ils peuvent viser. Il me semble que le trio a fait un tout petit break devant. Donc, objectif 4e place pour Limoges, pour Pau, pour Strasbourg. Ça va être très intéressant. Cédric et Ben, comment vous voyez cette fin de saison pour ces deux équipes? Ça va être effectivement très intéressant. J'avoue être particulièrement enthousiaste pour cette équipe du CSP Limoges qui est vraiment sur une grosse série et qui a, je crois, la 2e meilleure défense du championnat. Et je suis vraiment assez enthousiaste par rapport à leur collectif. Ils ont à la fois des individualités qui peuvent sortir du lot à tous les matchs et des leaders qui sont vraiment constants. Je pense notamment à Nicolas Lang et à Massenberg. Et derrière, tu as vraiment des guerriers et tu as
as des joueurs en fait, qui peuvent sortir du lot à chaque match. Contre Pau, c'était Jakovic. Tu peux avoir un Invernizzi, un Demonte Harper, même les intérieurs qui, à la base, je pensais que la raquette allait être assez faible cette saison à Limoges. Ils ont su bien progresser, donc ça ne m'étonnerait pas que Limoges finisse devant Pau sur la dynamique. Ce qui est étonnant d'ailleurs sur ce Classico, c'est qu'effectivement, les leaders supposés au scoring de Limoges n'ont pas vraiment pesé. Il y a quand même un très très gros show de Nicolas Lang en fin de match, mais sinon, sur l'ensemble du match, voilà, Massenberg, Harper et Lang, beaucoup gênés par les fautes. Et ils ont pesé sur la défense de Pau, mais pas vraiment au scoring. Voilà. Ce qui est surprenant surtout, c'est le match de Pommier, quoi. Quand on voit que Pommier, avec la raquette capot, quand on voit que Pommier sort 17 dévals sur ce match-là, c'est vraiment la bonne surprise pour Limoges cette année. Il fait vraiment du bien à tout le monde. Ce garçon, il est dans l'intensité, il fait beaucoup de choses sur le terrain. C'est intéressant de voir ça. Après, Pau a connu un match sans, 3 sur 23 à 3 points et 14 lancers francs laissés en route sur 37 tirés. Voilà, clairement, il suffisait de mettre un ou deux tirs à 3 points qui ont vraiment eu les Palois dans la fin de match, des tirs ouverts, hein, pour faire basculer ce Classico, mais c'est aussi l'histoire du basket d'avoir ces tirs ouverts et de ne pas les mettre. Donc Limoges a fait ce qu'il fallait pour venir mettre la pression sur Pau pour cette 4e place. C'était le match, je pense, qui aurait pu faire le break et possiblement définitif, même si le calendrier de Pau est très très difficile parce qu'ils vont jouer tous les membres du top 8 quasiment, hein, à part Roanne et Cholet, même si Cholet va peut-être se rapprocher très sévèrement du top 8 bientôt. Donc la fin de saison de Pau est très difficile. Ils peuvent compter sur le retour en forme de Shikoko, qui est pas mauvais dernièrement. Ouais, mais il n'a pas été servi là en fin de match contre Limoges. Il a bien commencé. Et le défaut de Pau, c'est qu'ils oublient qu'ils ont potentiellement une énorme force dans la raquette pour aller scorer des points. Et ils se sont un petit peu entêtés, hein, sur la fin à 3 points parce que oui, ça aurait donné, je pense, l'allant nécessaire pour aller chercher le Classico. Mais ils ont complètement oublié Vitaly Shikoko, alors que sur la série de cette victoire qu'ils ont fait, le jeu c'était beaucoup plus équilibré. On n'a pas vu Amadi Ndiaye notamment non plus, par exemple à l'intérieur, à part un alley-oop avec Brandon Jefferson, je crois, au deuxième quart-temps de mémoire. Mais sinon, voilà, la raquette de Pau a été beaucoup plus atone que sur la dernière série de victoires. Cette défaite de Pau, elle est presque à mettre au crédit, je veux dire, c'est pas le bon terme, mais du duo de meneurs américains, Jefferson et Bibbins, qui a quand même énormément croqué et qui en ont oublié de faire jouer les autres. Je ne sais pas si Jefferson avait des choses à se prouver dans ce match, mais de mémoire, cette saison, je ne l'ai pas vu faire une telle performance. Et s'il y avait peut-être bien une équipe pour arriver à le contenir, c'était Limoges. Alors Jefferson touchait la cheville pendant le match. Il y a une action où on le voit refaire un sprint de l'autre côté du terrain, on se demande un peu ce qui se passe. Il a été touché un petit peu à la cheville, mais oui, il a croqué, il fait un sur 10 à 3 points. Après, il n'y a pas eu que des shoots impossibles, quoi. Il y a d'habitude, c'est des shoots qu'il prend. Il prend régulièrement, je ne sais plus quelle est sa moyenne, mais voilà, quand il prend 7-8 tirs à 3 points dans un match, ça ne choque personne. Mais c'est vrai que d'habitude, il en met 3-4. Là, 1 sur 10, voilà, ça pique sévère. Et Bibbins, il a eu 2-3 tirs ouverts à 3 points à 45 degrés, mais tout seul. Donc, un meneur qui, là aussi, est d'habitude en réussite, ou en tout cas, sait mettre ses tirs en fin de match. Voilà, ils ont eu les possibilités, ils ne les ont pas mises. Ça fait partie du jeu. Effectivement, quand vous vous acharnez un peu, peut-être que Jefferson aurait dû jouer avec ses coéquipiers. Après, il a été chercher des points en pénétration à la fin, un N1 qui a remis Pau un petit peu dans le match dans la dernière minute. Est-ce que ça ne ressemble pas pour Jefferson à une course au MVP plutôt qu'à une course au playoff pour lui, tu vois? J'appelle ça la malédiction de l'équipe. Pardon, pardon. Ouais. Course au meilleur scoreur aussi, puisqu'il était avant ce match meilleur scoreur, presque à égalité avec Beran Meskel et Lassane Kroma qui revient. Et c'est surprenant, mais c'est d'autant plus dommage qu'en première mi-temps, en plus, il y avait des role-players habituels palois qui ont réussi à se mettre en valeur. Je pense notamment à Jérémy Lelou qui a sorti une grosse prestation, Grégor Rovat aussi qui était dans le match. Et il y a eu un moment où Pau menait de 9-10 points et Limoges a eu le crédit de s'accrocher alors qu'ils auraient pu sombrer à ce moment-là.
Mais de toute façon, tu vois que déjà collectivement, Pau n'y était pas. Hein. Tu regardes les évals générales des équipes, il y a 3 points au final, mais il y a 82-69 à l'éval. Quoi. Il y a 82 d'éval pour Limoges, 69 pour Pau. Tu vois bien qu'il s'est passé, il s'est passé quelque chose. Quoi. Collectivement, ils n'y étaient pas. Quoi. Bah, il y a eu un premier carton qu'ils ont gagné 26-16, je crois, les Palois. Et puis derrière, voilà, Limoges a dominé les 30 minutes restantes. C'est juste qu'ils n'ont pas fait d'écart parce que voilà, ils cherchaient vraiment à contrôler les rythmes et à cadenasser Pau. Et ils ont eu la victoire logiquement, hein, finalement, sur les 30 dernières minutes, parce que Pau n'y arrivait plus, il n'y avait plus de rythme, ce qui a sûrement précipité ces tirs ratés en cascade à 3 points aussi. Et pour Jefferson, oui, il a dit qu'il voulait être MVP, il l'a annoncé récemment, enfin, il a confirmé, en tout cas, on lui a posé la question, et il a clairement dit je veux être MVP, donc ça a peut-être joué dans son esprit d'aller chercher absolument le tir qui ferait basculer ce match et qu'il ne l'a pas fait finalement. On va aller vers les autres équipes progressivement. On peut parler peut-être du Mans qui a perdu ce soir contre Limoges, justement. Ils sont un peu handicapés par les blessures. Ils ont perdu Bamford, qui a été remplacé par Lemar en joker médical. Il y a Terry Tarpey qui a une pubalgie. Il y a Mathieu Gauzin qui s'est fait les ischios, qui va louper les 2-3 prochains matchs. Là. Ça ne sent pas très bon pour le Mans, non, pour les playoffs. Ouais, c'est compliqué, la dynamique est mauvaise. J'ai l'impression que à ce même stade de la saison, la saison dernière, ils avaient aussi énormément de blessés. Si je me souviens bien, Ovisoko était touché, ils avaient plusieurs blessés. Donc c'est peut-être la malédiction de ce moment de la saison pour Le Mans, mais j'avoue être assez inquiet pour Le Mans. Ils n'ont pas la réaction nécessaire. Effectivement, je pense que l'absence de Terry Tarpey leur fait énormément mal. Hein. C'était le capitaine de la défense. Vraiment le guerrier qui va amener du hustle. Et sans ça, on se retrouve au final avec une équipe qui a des armes en moins, peut-être une complémentarité aussi en moins, puisque Bamford était un énorme shooter et créait beaucoup de spacing. Et l'équipe est, je trouve, maintenant devenue assez soft. Donc, c'est assez problématique. Ouais, mais moi, je pense que on sous-estime vraiment la blessure de Bamford. Hein. C'est vraiment lui qui faisait, comme disait Ben, hein, c'est vraiment lui qui créait de l'espace pour les autres. Quoi. Tu vois que Cunningham, il fait sur ses 2-3 derniers matchs, il ne fait pas des choses exceptionnelles. Je pense que Bamford écartait bien le jeu et permettait à ce garçon de scorer aussi. Quoi. Tu vois, sur les derniers matchs, même si ce soir à Limoges, ils sont pas loin dans les derniers instants, voilà, ils sont en difficulté. À Pau, ils sont pas vraiment, ils sont dans le match, mais voilà, tu sens pas qu'ils peuvent gagner la rencontre. Ils perdent contre Fos-sur-Mer à la maison, qui est sur une grosse série. On en reparlera après. Ils perdent contre Cholet à la maison, où vraiment c'était pas un beau match de leur part. Ils ont vraiment été dominés du début à la fin. Et puis leur fin de saison, elle est très dure avec les blessures. Là, ils vont à Nanterre, donc c'est déjà capital pour les playoffs, puisque Nanterre est revenu au même bilan qu'eux, à la 9e place, 8e place. Ensuite, ils vont à Lasvel, voilà, cadeau. Ils reçoivent le Portel, c'est le match abordable de la fin de saison. Ils reçoivent Monaco, ils vont à Strasbourg, ils reçoivent Dijon. Voilà, merci. Ce calendrier-là, il est aussi bien atroce. Et ouais, franchement, après la défaite contre Fos, je me suis dit, ça va commencer à glisser. Et avec Nanterre et Cholet qui font l'effort derrière, je pense que Le Mans a des grandes chances de sortir des 8. Ouais, clairement. Moi, je suis un peu déçu parce qu'en en milieu de saison, c'était vraiment une équipe que je trouvais belle à avoir joué. Je les voyais vraiment mieux que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont Les les blessures, elles tuent. blessés, les blessés les tuent. Puis quand tu vois que Johnson Odom, il a aussi des difficultés à se mettre un peu dans le collectif et dans le rythme, ça va pas aider. Dans le dernier épisode, c'était dans l'épisode sur les salaires, le précédent, c'était un peu. Je crois que Cédric, c'était toi, c'était ton équipe, c'était ta darling de la saison. Ah, mais clairement, mais jusqu'à ce que disait Fred tout à l'heure, jusque Fausse, franchement, c'était agréable avant que Bamford se blesse. C'était vraiment agréable à avoir joué. C'était doublé à tous les postes. Enfin, c'était vraiment bien. Voilà. Quand on voit la fin de saison, je pense que là, il va falloir sortir le bleu de chauffe très sérieusement, je pense, s'ils veulent aller en playoff. Je me pose un peu la question au final de la complémentarité de l'effectif. À la base, au début de saison, ils avaient un effectif assez large. Je trouve quand même qu'il y a plusieurs joueurs qui ne jouent pas vraiment à leur poste ou alors qui jouent à des postes qui ne sont pas les leurs.
Si je m'explique, j'ai pas forcément compris le recrutement au cours de saison de Darius Johnson-Odom, qui, je crois, est venu pour remplacer Deshaun Booker, ou en tout cas qui est venu, je crois, enfin, en tout cas, il s'est retrouvé à jouer meneur, en fait, ce que j'ai pas forcément compris, alors qu'à la base, c'est plutôt un poste 2-3, en tout cas, c'était son poste à Orléans, et également à l'intérieur. Je trouve qu'ils ont pris Tashon Thomas pour remplacer un peu poste pour poste Ovisoko, alors que Thomas, je trouve que c'est pas forcément un intérieur, et en rotation, il y a Valentin Chéry qui est quand même, en termes de gabarit et de taille, qui est franchement petit, et qui jouait poste 4 l'année dernière à Paris Basket. Donc au niveau des profils et des postes, ça m'interroge un peu, sachant que Bamford aussi monte souvent la balle. C'est un poste 2, c'est pas forcément un meneur. Ils ont commencé la saison avec leur meneur titulaire, Kaza Kajemikin, qui était blessé. Donc je me pose un peu des questions effectivement sur l'utilisation des joueurs recrutés par Elric Delors. Ah, mais là, on repart du constat que les blessures les tuent, finalement. Oui, clairement. Parce qu'ils sont obligés de changer. Voilà, l'arrivée de Lemar, finalement, leur apporte pas grand-chose, malheureusement, pour eux, en psychisme médical. Kaza Kazemikin, voilà, blessé longue durée, ils le traînent quand même toute l'année, finalement. C'est ça qui leur fait mal. Sinon, ils étaient dans le bon wagon. Ils étaient dans le bon wagon jusqu'à il y a 3 semaines. Ils étaient bien, mais on peut quand même se poser la question. Enfin, Bamford l'année dernière, c'était leur meilleur shooter. C'est un vrai poste 2 qui est capable de délivrer des passes et qui est quand même pas mal à la création. Tu sais que ton meneur titulaire va être blessé pendant une partie de la saison, et ils ont quand même décidé de faire le choix de donner on va dire les clés de la seconde unit à Mathieu Gauzin, du coup, qui est un jeune meneur assisté de Bamford. Au bout d'un moment, en cours de saison, quand tu vois que l'arrière américain que tu avais pris pour être combo guard, donc Deshaun Booker, ne fait pas l'affaire, pourquoi tu te diriges vers un Darius Johnson-Odom, qui est plutôt un poste 2, voire 3, plutôt qu'un vrai meneur? Alors Enfin, peut-être que sur le marché, effectivement, il y avait peut-être pas le meneur qu'il fallait aussi. Parce que t'attends Kazakazemikin. Oui, clairement. Tu y crois jusqu'au bout. Tu t'as mis tes pièces sur lui, tu l'attends. Mais c'est vrai que c'est trop tard quasiment, son retour. Mhm. Ce qui est surprenant, Il c'est arrive au Booker. moment où les autres sont blessés finalement, donc ça colle plus. Ouais, ce qui est surprenant, c'est Booker, parce que Booker, il a un profil à la Bamford, quoi. C'est un shooter. Donc, je ne sais pas si. Je pense que Odom, c'est un coup qu'ils veulent faire sur le marché, mais c'est un joueur qu'ils n'ont pas forcément, quoi. Leurs postes 2 sont pas très, très costauds, quoi. C'est pas des mecs qui sont beaucoup dans la percussion. Lui, il est quasiment que dans la percussion. L'idée est pas mauvaise à la base. S'ils n'ont pas tous ces blessés à la chaîne, je pense que l'idée est pas mauvaise. C'est clairement un coup, hein. C'était un fort joueur à Orléans. Bon, c'était aussi un pari parce qu'il s'est blessé quand même assez gravement, je crois. Je ne sais plus si c'était la rupture du ligament croisé, mais il n'avait pas joué pendant aussi très très longtemps. Il est bien revenu. Après, c'est vrai que, étant donné que maintenant Bamford est blessé, Darius Johnson-Odom, c'est pas forcément un très gros shooter. Mathieu Gauzin, c'était pas forcément non plus hyper fiable à 3 points. Donc, clairement, là, il leur manque vraiment de l'adresse et du spacing. Mm. Ouais, bon, Goza en backup de Casa, c'était dans l'idée de base, c'est structuré, quoi. Puis en plus, tu as Brentford qui peut aider. Enfin, ouais, ils n'ont pas de bol. Franchement, ils n'ont pas de bol. Et au final, Gozin n'est pas là. Et Le Mans, avec cette défaite de ce soir, est sur 4 défaites d'affilée. Et une autre équipe juste devant Le Mans, c'est Dijon, qui est en train de battre Monaco au moment où on parle. Là, on enregistre dans les matchs du mardi soir. Eux, ils restent sur 3 défaites d'affilée. Et ils sont descendus à la 7e place, Dijon. Ouais, étonnant. Franchement étonnant parce que ils ont connu un début de saison difficile. Ils se sont bien mis, ils sont un peu courant alternatif. J'y étais pour voir Dijon-Pau et ils avaient pris un début de match catastrophique. Ils avaient derrière été irrésistibles pendant un quart temps. La fin de match avait été plus à touche-touche, mais Pau avait décidé de couper Holston de toute responsabilité offensive. C'est-à-dire que c'était n'importe qui d'autre shoot, mais pas Holston. Et ça avait marché. Alors pourtant, ils ont récupéré Carrington, qui avait fait, qu'on avait vu à Monaco. Mais voilà, peut-être que ça. C'est pas peut-être, c'est David Holston, c'est le cœur et l'âme de cette équipe. Et c'est sûr que quand vous le coupez un petit peu,
Voilà, ça joue forcément. Après, là, s'ils battent Monaco, ils se remettent complètement dans le bon sens et ils peuvent aussi finir la saison en trombe. Hein. Et c'est J'arrive pas à assez lire cette équipe simple, de Dijon. Dijon, hein. Quand David Holston et Carrington sont dedans, Dijon est presque injouable. Par contre, quand les deux passent à côté, et ça a été le cas au dernier match, c'est très très difficile pour Dijon. Il y a clairement une dépendance à David Holston. Il pianote depuis le début de la saison d'ailleurs sur son backup. Il y avait Tony Katic, je crois. Il y a Terrell Gomez là qui Ouais. fait toujours pas l'affaire. Donc c'est vrai que c'est compliqué derrière David Holston. Parce que quand tu vois l'effectif, parce que moi je le trouve un peu dur quand même. En début de saison, tu regardes l'effectif et tu regardes les effectifs qu'il y a après sur sur le top 8 actuellement. Les trouver à cet endroit du classement à ce moment de la saison, je suis pas certain que ce soit pas plutôt une performance plutôt qu'une contre-performance. Hein, parce que c'est quand même. Ils ont eu en plus pas mal de déceptions sur sur soit le backup qu'ils ont voulu prendre ou sur un ou deux ricains. Là. Moi, je trouve que c'est même plutôt bien pour eux d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Après, c'est tellement serré que si jamais tu récupères. Bon, t'as pas le point d'avérage sur Pau, sur les autres, je sais pas trop. Mm. Mais si voilà, tu fais une petite série et tu vas chercher effectivement une 5 ou 6e place, ta saison régulière, elle est réussie. Bah, clairement. Surtout que tu sors d'une décennie, pas tout à fait une décennie, mais tu sors d'une période avec beaucoup de joueurs identiques, un style de jeu très marqué, nouveau coach, l'effectif a été à peu près stable. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle performance de Dijon, puis c'est agréable à avoir joué en plus. Il y a Ça l'air ressemble à une année de d'avoir quand même transition. quelques, Vas-y, Ben, vas-y. quelques tensions entre certains joueurs, parfois alors pas forcément du banc, mais certains leaders, je crois, Jacques Alinguet, et quelques joueurs. Des fois, ça a l'air d'être assez tendu avec le coach, parfois Nenad Markovic. Mais pourtant, les résultats sont là. Faut relancer quelque chose. Hein. Quand le Niam est arrivé, je crois qu'ils font une bonne saison. Derrière, ils font au-delà de la 10e place, puis ils reviennent vers le haut de tableau. Il faut que la méthode, elle prenne aussi. Donc, franchement, ils sont à leur place. Ils sont à leur Oui, place. clairement. Clairement. Sur leur place. De toute façon, le classement, il est assez simple. Tu as les trois devant, les trois gros, entre guillemets, devant. Et Ouais. derrière, c'est un peu mouvant selon les blessures, selon les séries. Voilà, je ne veux pas dire que tout est du même niveau, mais de Pau, donc 4e actuellement, jusqu'à Bourg. Jusqu'à presque Gravelines, ouais, jusqu'à Bourg. Ouais, Ouais. j'hésitais entre Bourg et Gravelines finalement. Oh. Par Mais on là, va ouais. dire Gravelines, Bourg. ils y sont plus, les gars. Voilà, Gravelines, on va ils y dire sont Bourg. plus du tout, ils sont en vacances, c'est fini. Ce sont des équipes qui n'ont pas grand-chose entre elles. Il y a 3 victoires pour l'instant entre Pau 4e et Bourg 11e. Et selon les matchs, selon les semaines, tu te dis, cette équipe-là, elle est à sa place ou elle n'est pas à sa place. Quoi. Mais voilà, entre 4 et 11, c'est assez mouvant, je trouve. Donc Dijon a réussi son année de transition et moi je vais aussi réussir ma transition pour parler des équipes qui sont juste en dessous de la 8e place avec Nanterre, Cholet et Bourg-en-Bresse. Pour vous, quelle équipe va réussir à grappiller et à revenir sur le top 8? Ouais, Nanterre, je pense que Nanterre est sur la bonne dynamique. Ils ont plus de Ils viennent blessés. de gagner ce soir largement Ouais. contre Fos. Ouais. Vous Puis allez là, dire ça que je fais tourne une, droit. vous allez dire que je fais une fixette, mais ils ont un calendrier de fou, je vais vous le retrouver. Ils jouent Contre que contre Châlons. le top 8. En vrai, c'est presque trop tôt pour pouvoir le dire, hein. C'est un championnat où tout va très vite. Dans 2 journées, si ça se trouve, les dynamiques sont complètement différentes. Et oui, mais là il faut se mouiller, c'est comme ça. Ouais, mais sur les 3 Eh derniers oui. matchs, c'est eux qui sont sur la bonne dynamique. Hein, et là, ils ont plus de Ah, moi, je blessés. dirais Ils ont Cholet, hein. l'effectif complet. Tiens, regarde, Cholet mouille-toi sur sur la Nanterre. dynamique. Nanterre reçoit Le Mans. Nanterre va à Pau. Nanterre va à Boulogne. Nanterre reçoit Dijon. Nanterre va à Monaco. Nanterre reçoit Strasbourg. Ouais, ils S'ils vont veulent aller en battre, playoff, en même temps, ils ont les cartes en main. ils vont battre Le Mans, ils vont battre Pau. Donc Donc ça Il fait déjà, faut ça fait 2 éliminer tout le monde victoires. et doubler tout le monde. Ça fait déjà deux victoires. Quand tu vois le calendrier des autres qui sont avec eux, moi je pense que déjà, si tu gagnes, tu fais 2 ou allez, tu fais 3 sur 6, tu es en playoff. Il faut que tu dépasses Le Mans. Il faut que tu tiennes Cholet derrière qui est complètement
qui est bouillantissime, là, qui a un peu mangé la feuille contre Strasbourg la semaine dernière. Non, pardon, qui a beaucoup mangé la feuille contre Strasbourg la semaine dernière, mais qui franchement est assez inarrêtable. Après, ça peut, les deux peuvent sauter sur la ligne, les autres, hein, franchement. Le Mans, voilà, là, on n'a pas condamné Le Mans, mais un peu. Ah, si, après, t'es pas après un sursaut d'orgueil, mais ça va être compliqué quand même. Voilà, mais est-ce que tu peux aller chercher Strasbourg ou Dijon, qui sont quand même une place devant, mais une victoire devant, pardon, mais qui aussi réagissent? Bah, déjà, Dijon, ils les reçoivent, c'est ça, hein, ils reçoivent Dijon, Nanterre. Je te redis, je rouvre ma page. Non, mais il me semble que c'était ça. Ouais. Déjà, tu reçois Dijon. Oui, ils reçoivent Dijon, 32e journée, avant d'aller à Monaco et de recevoir Strasbourg. Et ils reçoivent Strasbourg. Ils reçoivent les deux du dessus. Enfin, ils vont au Mans aussi. Ouais, non, ils reçoivent Le Mans. Ouais, ils reçoivent les trois qui sont devant eux quand même. Ah, ils ont leur destin en main. Donc là, le chaudron vert, il va falloir qu'il fasse son boulot et qu'il les aide. Mais je sais pas. Il y a non, mais ce qui est bien, c'est que tu regardes en fait les calendriers de Pau, Le Mans, Nanterre, même Cholet, tout le monde se joue, mais de manière déraisonnable quasiment. C'est assez incroyable. Et en fait, ça peut très vite tout chambouler. Et on est quasiment en play-off là. On a une sorte de play-in tournament comme en NBA. C'est ça, ouais. On a les play-in avant l'heure. Ouais. Il y a Strasbourg. Ouais, bah oui, carrément. Il y a Strasbourg dans les 8 qui s'est renforcé avec l'arrivée d'Amine Noah, mais qui ce soir, je crois qu'ils ne jouaient pas. Ils viennent de se faire éliminer ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions pour un point. Ouais. Oui, ça aurait dû être pour Strasbourg ce soir. Qui a été reporté justement parce qu'ils avaient ce quart de finale et qui se jouera sans doute un des 2 premiers week-ends de mai, avant que la fin de la saison régulière, qui a été décalée d'ailleurs de 3 jours. On jouera tous les matchs le mardi 17 pour finir la saison régulière ensemble, justement parce que Strasbourg était en quart de finale de BCL, que Monaco aussi est en quart de finale d'Euroleague. Donc voilà, on s'est donné un tout petit peu d'espace pour finir tout ça ensemble. Ce serait dommage effectivement de ne pas avoir une dernière soirée où tu as tous les matchs en même temps et tous les enjeux en même temps. Et l'élimination de Strasbourg, qui veut aussi dire que dorénavant, Strasbourg va pouvoir se concentrer à 100% sur le championnat. Donc la course au top 4 va être absolument palpitante, parce que je crois qu'ils sont pas loin aussi de récupérer John Robertson à la main. Donc ils vont avoir un effectif vraiment très très profond. Et c'est une équipe vraiment qui est dans le fighting spirit et qui est aussi très agréable à voir jouer. Alors pas forcément hyper talentueuse offensivement, mais dans l'énergie et dans le combat, c'est une des équipes dont il va vraiment falloir se méfier lors des playoffs. Ils ont une petite finale de coupe aussi. Ils ont le championnat et la petite finale de coupe contre Pau le 23. Oui, contre Pau, pardon, pas contre Gravelines. Ouais. C'est une des équipes que j'ai été voir cette saison à Paris en début de saison. J'avais été assez impressionné par le physique qu'ils ont et comment ils ont complètement éteint Paris à ce moment-là. Non, c'est ultra solide. C'est un effectif qui est solide. Même quand ils perdent, ils prennent jamais. À part en Coupe d'Europe où de temps en temps ils ont été prendre un peu la marée, mais en Betclic, les fois où ils perdent, c'est rarement. Ils prennent rarement des volets. Quoi. C'est assez solide. Hein. C'est bien. En même temps, tu fais la prévue de la saison. Ils sont 4 dans l'esprit de tout le monde. Oui, clairement. Donc voilà, ils sont même un tout petit peu en retard sur le tableau de marche finalement, même si la différence elle est infime. Vous pensez quoi de l'arrivée d'Amine Noah? Ça va vraiment les aider dans cette fin de saison? Qui prendrait pas Amine Noah en France? Ouais. Il faut voir dans quel état d'esprit il est tout de suite, hein, parce que ça fait un moment qu'il est sur le banc et qu'il joue pas beaucoup. Il était à Andorre et il jouait pas. Andorre. Hein. Ouais, c'est quand même un garçon qui a besoin de jouer, quoi. Après, voilà, reprendre un poste 4 un peu plus shooter que Cavalière. Je sais pas. Et que Matt Mitchell, ouais. Ouais, je me demande. Je sais pas trop. Après, il peut jouer 3 aussi, mais bon. Je sais pas. Après, tu prends le poste 4 par rapport à Cavalière, c'est extrêmement complémentaire. C'est tellement pas le même type de joueur. Hein. Ah non, mais clairement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, tu complètes ton effectif d'une manière. S'il te manque un bout de puzzle, tu peux considérer qu'Amine Noah est ce bout-là aussi, quoi.
Oui, c'est un joueur qu'ils n'avaient pas jusque maintenant, hein. Il est assez adroit pour étirer la défense, il est assez dur pour aussi jouer le post-up et puis jouer sans ballon. C'est pas mal. C'est la bonne pioche, hein, je pense. Et officiellement, il vient pour jouer, il est prêté par Andorre. Hein, donc, ça ressemble à ça, c'est pour le faire jouer, quoi. Parmi les autres recrues, il y a Norris Cole qui est arrivé il y a quelques temps à Bourg. Est-ce que ça va être le joueur qui va les faire aller en play-off? Ils sont loin quand même. Ouais, ils sont un peu loin. Ils sont pas loin, mais ils sont loin. Ils sont à 2 victoires, mais c'est loin du coup. C'est compliqué, ils ont jamais réussi à trouver leur rythme. Norris Cole n'est pas forcément flamboyant non plus depuis son arrivée, mis à part, je crois, un match où il a été vraiment assez mauvais pendant 39 minutes et il a mis, je crois, le shoot ou les lancers francs de Lagan contre je ne sais plus quelle équipe. À Nanterre, non? Donc, c'est possible. Oui, effectivement, ils ont gagné 66-65, je crois, d'un point, ouais. Mais j'avoue que je n'arrive pas à m'enthousiasmer sur Bourg cette saison et malheureusement, je ne pense pas que l'arrivée de Norris Cole va changer quoi que ce soit. J'avais pas vu ses stats ce soir. Il fait 3 points en 20 minutes. 1 sur 3 à 3 points. 0 sur 1 au lancer. 1 rebond, 2 passes. Une interception, 2 balles perdues. Et 2 dévals. Yes, merci impeccable. Et plus 10 en plus moins. Voilà. Une crêpe. Bon, après, ils ont eu une victoire extrêmement facile à Gravelines aussi. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le voir. Il le fait jouer poste 2 ou il le fait mener? Je n'ai pas vu. Parce que tu as quand même Axel Julien et le Ch'ti Benitez qui, jusque maintenant, sur cette équipe, faisait plutôt bien le taf, quoi. C'était pas vraiment là, car c'était pas à cet endroit-là. Moi, je trouve qu'il y avait le plus de problématiques, quoi. Je trouve que je ne serais pas aussi satisfait que toi de la prestation d'Axel Julien cette saison. Je le trouve vraiment en dessous de ce qu'il faisait à Dijon. Et je pense que clairement qu'il y avait un déficit à la main et que c'est pour ça qu'ils ont recruté Norris Cole. Sachant que Le Niam aime beaucoup jouer avec 2 extérieurs. Il jouait avec David Holston et Julien. David Holston à la main et Axel Julien à l'arrière. Là, cette saison, c'était plutôt Julien à la main. CJ Harris, du coup, qui n'a pas apporté satisfaction. Donc, sur la traction arrière, il y a quand même des lacunes, je pense, chez la JL. Oui, il pallie, mais je pense qu'il est là pour pallier le scoring du poste 3 qu'il n'arrive pas à avoir, parce que Souleymon, il ne fait pas non plus grand-chose. Moi, je trouve... il y a un vrai souci de scoring, quoi. Je pense qu'ils l'ont pris pour ça, plus que pour vraiment mener le jeu ou organiser le business. CJ Harris, c'est un des gros mystères de la saison quand même. Parce que franchement, quand il avait explosé à Pau, c'était vraiment magnifique, même s'il avait disparu sur le quart de finale de play-off. Ensuite, il est. C'était quoi? C'était Olonne, je crois d'ailleurs. Où en BCL, il était vraiment un taulier là-bas. J'ai du mal à comprendre la saison de CJ Harris à Bourg. Ouais. Après, il y a une grosse philosophie défensive chez Le Gnam, peut-être aussi qu'il a un temps d'adaptation qui est plus compliqué, parce qu'on l'a vu faire 2 éclats de suite, là, mettre 2 buzzers ou 3 buzzers de rang là, pour faire gagner des matchs, mais après, c'est vrai qu'il a été assez transparent cette année. Et c'est peut-être des mauvais exemples de saison de transition. On a vu Dijon tout à l'heure, ils viennent de là-bas. C'est clairement une saison de transition pour eux d'avoir Le Niam et Julien qui viennent. C'était pas annoncé comme ça quand même. C'était pas le but d'avoir une saison de transition à Bourg-en-Bresse avec Le Niam et Julien. Enfin, c'était pas dans mon souvenir en tout cas. Non, c'est décevant, c'est clair. Mais dès le début de la saison, on a senti qu'il y avait quand même un manque de confiance. Ils n'ont pas fait des bons résultats dès le début de la saison et ça, je pense que ça a vraiment pesé sur leur morale. Alors, Le Niam, effectivement, qui mettait des roustes en veux dessus, en voilà sur le banc dès le début de saison, ça a altéré, je pense, la confiance de pas mal de joueurs, puisque les joueurs, ils ont du talent, même un Pierre Pelos qui a fait une saison magnifique la saison dernière. Là, cette année, il a un peu plus de mal. C'est vraiment difficile de faire ressortir un joueur cette saison côté Bourg. Ouais, après, le système de Gnam fonctionne. Moi, je pense qu'il y a une année de transition là, qui est un peu compliquée. Mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, quoi. En plus, Bourg est structuré pour avoir ce genre de mec à la tête des équipes. Je pense que c'est une année un peu complexe. Ils se sont un peu trompés sur les Américains. Il y a quelques postes où il y a eu des erreurs, je pense, de casting. Et après,
je pense qu'il va avoir un peu plus la main l'année prochaine et ça va repartir comme avant. Tu penses qu'il n'a pas eu assez la main sur le choix des joueurs à l'intersaison? Ou qu'il les connaissait pas assez peut-être pour savoir s'ils allaient vraiment bien s'intégrer dans son système? Mais il l'a dit, hein, il y avait une interview de lui là, où il a dit qu'il avait fait des erreurs de recrutement, enfin pas vraiment de recrutement, mais il voyait des complémentarités qu'au final il n'a pas eu. Quoi. Je sais plus sur quoi il avait fait cette interview, mais il l'a dit lui-même. Hein, il a dit que voilà, il y avait eu des choses sur lesquelles il n'était pas forcément en phase et qu'il s'était trompé. Quoi. Ils ont pianoté aussi à l'intérieur. Hein. Il y a eu une valse aussi d'intérieur qui est venue. Dalton qui est reparti d'ailleurs, qui a éliminé Strasbourg ce soir avec Olon. Eric Mika, malheureusement, qui s'est blessé. Je pense qu'on ne le reverra pas. Jacare Williams, qui apporte pas non plus satisfaction. Jalen Jones qui est arrivé. Donc, effectivement, ça fait il y a eu beaucoup de mouvements aussi cette année. Ouais, et encore, il récupère Chassang un peu Chassang aussi. Moi, je pensais que son arrivée allait remettre un peu de stabilité, quoi, justement, mais bon, ça ne l'a pas fait. En tout cas, ces équipes-là qui se battent pour les 7e, 8e places pour aller en play-off, les 7e, 8e places, c'est s'offrir un ticket pour aller affronter en quart Vincent Collet et Sasa Obradovic, qui sont en train de mener le championnat. Comment on peut expliquer la réussite de ces deux coachs cette saison? Est-ce que c'est seulement par la qualité de leur effectif? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Comment vous expliquez ça? Les deux contextes sont extrêmement différents. Absolument. Vas-y, dis-nous. Si on commence par Monaco, j'adorais son prédécesseur, hein, Zvezdan Mitrovic. Malheureusement, ce sont deux coachs, Mitrovic et Obradovic, que je trouve extrêmement charismatiques. Il y en a un qui a plus l'expérience du haut niveau que l'autre, hein, Sasa Obradovic. Et je pense aussi que Zvezdan Mitrovic peut être assez dur et peut aussi parfois être un peu arrêté sur ses idées, et que ça l'a clairement pas fait au niveau de l'entente avec certains de ses joueurs. Je pense notamment à Mike James, et je pense que ça a clairement joué au final dans l'entente qu'il avait avec toute l'équipe. Clairement, Mike James, il est venu pour être la star de Monaco. Si ça colle pas avec Mike James ne jouait pas, se donnait pas, et clairement, ça donne une mauvaise dynamique à l'équipe. Donc, Obradovic a réussi à insuffler un état d'esprit, à créer vraiment du lien dans cette équipe, et je pense que c'est ce qui a fait la différence, parce qu'après, effectivement, individuellement, on peut pas nier que la qualité des joueurs de Monaco, que ce soit les joueurs du 5, mais également les joueurs du banc, ça reste au-dessus en Jeep Elite. Ouais. La grosse différence entre les deux, entre Obradovic et Mitrovic, c'est qu'Obradovic, il est beaucoup plus manager, quoi. Il traite l'humain complètement différent. Il a une manière d'aborder les choses qui est différente. Et je pense que avec un vestiaire comme celui qu'il a là sous la main, on peut, à la limite, tu peux parler de basket un petit peu. Mais là, on se rapproche du foot. Ça, c'est le sport préféré d'Étienne, hein, qui nous écoute. On se rapproche du foot, quoi. Je veux dire, autour de toi, tu as des stars. Bacon, c'est une star. Il y a 3-4 mecs, c'est des stars, quoi. Faut pas oublier ça, quoi. Et tu gères pas un vestiaire de stars comme tu peux gérer l'Asvel avec une ou deux demi-stars un petit peu avant. Beaucoup de jeunes sur qui tu peux hurler et passer tes nerfs. Moi, je pense surtout que voilà, Obradovic, il a surtout cette qualité humaine et c'est un vrai meneur d'homme, quoi. Est-ce que le haut niveau moderne dans le basket, ça se rapproche pas plus des players coach, des coachs qui sont là pour faire du management plus qu'avant? C'est un truc très à l'européenne de voir des vidéos où les coachs engueulent comme des petits enfants sur le banc des joueurs. Est-ce que le basket moderne ne tend pas plus vers des players coach, Mais dans des tous les players sports. managers? Oui, bien sûr. Dans tous les sports, La nouvelle aujourd'hui, génération de joueurs qui arrive. tu peux plus être un technicien. Tu es un Plus technicien, manager. Il n'y a plus que, comment dire, il n'y a pas que le sportif qui rentre en ligne de compte, il y a tout l'extra sportif, le côté gérer ton groupe mentalement, gérer ton groupe dans ce qu'il vit du terrain. Et oui, l'exemple, c'est Mike James. Vous avez dit l'exemple, c'est Mike James. Il faut sans doute lui passer beaucoup de choses pour que sur le terrain, il le rende.
Alors après, vous choisissez en tant que coach, qu'est-ce que je lui passe ou pas aussi. Et Zvezdan Mitrovic, je lui ai sans doute pas forcément passé grand-chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, les propriétaires à Monaco ont choisi. Et ils ont choisi Mike James. Et tu peux pas leur dire qu'ils ont eu tort vu la saison qu'a fait Mike James derrière. Ils sont en quart de finale d'Euroleague, on l'a rapidement dit tout à l'heure, mais c'est incroyable. Bon, ils bénéficient de plusieurs choses, le retrait des clubs russes également, mais même avant, ils avaient fait une remontée qui était folle. Souvenez-vous, début de saison en Euroleague, l'Asvel, je crois, est à 6 victoires de défaite. Monaco démarre tout doucement et on s'était dit, ouais, l'Asvel peut y aller. Monaco, ça va être très dur avec ce début de saison. Ils ont fini comme des boulets de canon. Ils ont fait des matchs fantastiques. Il y a des matchs en Euroleague, j'ai vu, ils sont injouables. Ils sont injouables. Et ça, tu es obligé de le Milan. mettre au crédit du coach aussi. Ouais, Techniquement, tactiquement, tout ce que tu veux, mais ça rentre dans son crédit. De toute façon, si tu regardes bien aujourd'hui, les grosses équipes comme ça, elles sont staffées vraiment différemment des autres. Hein. Aujourd'hui, c'est la notion un peu à la NBA avec le head coach. Voilà, mais dans peu de temps, on va arriver à ça. Quoi. Quand tu vois comment c'est staffé, je suis même pas certain que Obradovic, ce soit lui qui fasse tout l'entraînement. Je pense que c'est ses adjoints qui gèrent. Mais on y vient de plus en plus, et puis tu es obligé, de toute façon, parce que les joueurs aussi, on commence à avoir un championnat qui fait venir des joueurs quand même de haut rang, donc forcément tu les traites différemment que ce que tu pouvais avoir avant. Donc à Ouais. Monaco, c'est un bon fit, selon vous, et comment ça se passe à Boulogne? C'est Vincent Collet. Voilà. Collet. Merci, on passe au sujet suivant. Ouais. Non, Calme mais à Boulogne quand même. ouais, c'est plus calme. Le vestiaire est plus calme, ouais, ça je suis bien d'accord. Ouais. À mon avis, il y a moins ça doit être moins compliqué à gérer, encore que des fois on n'est pas à l'abri. Mais... Il y a Nobel Bundukolo quand même. Hein. Quand même. Ouais, mais bon, il sait pourquoi il est là. Je pense qu'il peut. Je veux dire, là, tu remercies le coach plutôt que de mettre le feu au vestiaire. Quoi. Non, moi je pense que c'est un mec, voilà, il fait du Vincent Collet, quoi. C'est structuré, bon, chacun sait ce qu'il a à faire, la hiérarchie elle est en place. Puis voilà, puis après il y a quand même, il faut pas Il y a oublier Will les Cummings joueurs qui aussi. il y a Cummings quand même, il y a comment à l'intérieur, merde, j'ai oublié son prénom. Vince Hunter. Vince Hunter, enfin je veux dire, c'est pas non plus, faut pas minimiser l'aura et puis le talent de ces joueurs-là, quoi. C'est pas non plus c'est pas des petits joueurs, quoi. Je veux dire, dans notre championnat cette année, je le disais sur les épisodes précédents, mais il faut profiter, hein, parce qu'on a une saison vraiment avec des beaux joueurs, des grands joueurs, il faut profiter. C'est exceptionnel. Ouais. Et attendons de voir l'année prochaine avec le budget de 30 millions qu'aura Monaco. Si ça se concrétise, oui, mais ce serait quand même complètement fou. 30 millions, pas imaginer un budget comme ça quand même. C'est du délire. Ce serait peut-être le budget de toutes les équipes de Jeep Elite réunies sauf Monaco. Carrément. Non, Vincent Collet, quand même, ça force un peu le respect, quoi, parce que souvent raillé, mais toujours là quand même. Clairement, mais ces équipes ont toujours bien joué. Après, il a eu un peu le chat noir avec Strasbourg, là, où il n'a jamais réussi à s'en sortir. Mais quand tu regardes les saisons régulières à Strasbourg, ça dominait. C'était propre, c'est toujours. Voilà, lui, il fait du Vincent Collet, quoi. Ouais, on n'oublie pas qu'il y a une petite médaille d'argent aussi sur laquelle il n'y a rien à dire l'été dernier. Voilà. Franchement, ça a Ouais, été. mais ouais, je suis d'accord. Après, l'équipe de France, c'est encore un autre. L'équipe de France, c'est encore un autre sujet par rapport à lui, quoi. Parce que là, quand on parlait de traitement de l'humain, de management, lui, il est vraiment là-dedans, quoi. C'est un mec, c'est un meneur d'hommes. Il sait parler aux gars, il a des leviers pour les faire adhérer à son projet. Enfin, c'est un vrai meneur d'hommes. Et en plus de ça, avec un gros bagage et QI basket. Enfin, c'est un technicien aussi. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Hein. Tu vois les cliniques, quand tu vois les cliniques qui sont dispo, oui, en plus il se rend souvent disponible pour ça, c'est vraiment impressionnant. Et quand il fait gagner l'équipe de France, il y a de la tactique. Comment on joue contre Team USA, tu vois, il y a de la tactique, mais il y a ce côté management aussi où il s'est délégué à ses capitaines, tu vois, à ses leaders dans l'effectif. Est-ce qu'à Boulogne aussi, il a des relais comme ça qui lui permettent de passer ses messages? T'as Cummings. Ah, comme il fait ce qu'il veut. C'est le patron. Hein, Ouais.
De toute façon, il arrive un moment dans les matchs, tu as beau coacher comme tu veux, il arrive un moment, c'est les joueurs qui ont la décision. Donc, il a ses soldats, il les connaît. Voilà, il n'a même pas besoin des fois de causer. Je pense que les mecs savent exactement comment gérer l'équipe et le match. Et le poste de meneur, c'est vrai que c'est un poste qui est hyper important pour Vincent Collet. Il s'est toujours appuyé sur ses meneurs, que ce soit en équipe de France avec Tony, mais aussi en club. Pour moi, le meneur qui caractérise vraiment Vincent Collet, c'était à l'époque de Strasbourg, c'était Lou Campbell, quoi. C'était vraiment son floor general, c'était son gars, quoi. C'était celui qui dictait le tempo, qui était vraiment là pour guider l'équipe. Et aujourd'hui, il retrouve la même chose avec Cummings. Et les rares années où ça s'est pas hyper bien passé pour Vincent Collet, bah, justement, il y avait un petit déficit justement à la main. Allons, messieurs, de l'autre côté du classement, à l'opposé. Il y a des équipes qui sont assez mal en point. Chalon-Reims, Orléans, Le Portel, Fos-sur-Mer, dans une moindre mesure, Paris et Roanne qui semblent un peu mieux dans la course au sauvetage. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de saison? Qui va descendre? Qui va se maintenir en Betclic Elite? Roanne et Paris, je pense qu'il leur manque une victoire, ils sont à 11. Je pense qu'à 12, il faudrait vraiment qu'il y ait un accident, mais monumental pour qu'à 12, ça ne suffise pas. Il y a Fos-sur-Mer qui a fait une belle victoire ce soir contre Paris, justement. Je crois que les signatures les ont sauvés, là. Ah, c'est pas fait, mais. En tout cas, ça les a relancés. Booker, Mokivicius, Stephens. Relancés, oui. Pas encore sauvés, effectivement, mais relancés. Et je pense que voilà, ils vont gagner au Mans. Ce soir, ils vont gagner à Paris. Je ne les vois pas sur cette dynamique-là, à 6 matchs de la fin, tomber. Ils ont battu Dijon. Il faut voir les calendriers. Faut voir les calendriers. Au-delà du calendrier, il faut regarder aussi l'entourage, l'environnement des clubs. Moi, je suis très, très inquiet pour Champagne Basket Chalon-Reims. C'est inquiétant au possible, quoi. Je les vois pas. Il s'est séparé de son coach Cédric Hayes. Je les vois pas sortir. On les met tous dans la charrette. Ils ont 2 victoires de retard aujourd'hui sur Le Portel et Fos. Ça va être compliqué d'aller les chercher, surtout qu'on ne sait pas forcément. Je ne sais pas s'ils ont le point d'avérage en plus sur ces équipes-là, mais avec 6 matchs à jouer, ça me semble un peu. Ils ont gagné 7 matchs sur 28. Il reste 6 matchs à jouer. C'est difficile d'imaginer qu'ils en prennent ne serait-ce que 3. Juste rejoindre sur Fos, ils reçoivent par exemple Gravelines dans 3 jours. Donc un Gravelines qui est quand même assez démobilisé. Ils reçoivent Limoges derrière pour un match de gala. Ils vont à Monaco, ça c'est le match bonus. Ils vont à Bourg, ils reçoivent Roanne et ils vont au Portel la dernière journée. Je pense qu'ils seront peut-être sauvés d'ici là, quoique. Mais le Portel, ça peut valoir cher. Le Portel. Chalon-Reims, ils en ont encore pris 30 ce soir. Là. C'est une catastrophe. C'est chronique d'une mort annoncée. Je ne les vois pas se relever. Non, ça paraît compliqué. Par contre, qui va accompagner? J'ai quand même du mal à croire que Orléans va descendre. Après la saison dernière qu'ils nous ont fait, le début de saison qui n'était pas si catastrophique, ils ont un effectif sur le papier qui tient la route, mais ils ont été tellement handicapés par les blessures tout au long de la saison. Mais ça ferait vraiment mal de voir Orléans descendre. Mais là, si tu enlèves Roanne et Paris qui sont à 11, il t'en reste 4. Oui. Il reste Fos-sur-Mer, Le Portel à 9 victoires, Orléans à 8, Chalon-Reims à 7. On se dit, Chalon-Reims, je pense que c'est plié. Ça paraît vraiment, vraiment dur. Donc, il faut que tu en trouves un dans les 3 autres. Fos-sur-Mer, on dit que la dynamique est bonne. Donc, Orléans, Le Portel, ça se joue là. Le Portel, le Portel a l'expérience. Ouais, puis le Portel, l'effectif est plus stable qu'Orléans, parce que Castano, c'est un super type, quoi. Mais lui, autant l'année dernière, il avait fait les bonnes pioches, autant cette année, il a pianoté toute l'année, quoi. Je sais pas combien il y a de joueurs passés à Orléans, mais je pense que c'est eux qui ont dû user le plus de joueurs dans l'année, quoi. Puis Yosunda, il vient de se blesser. Tu as Castano qui vient d'annoncer que le poste 4, Kevin Davenport, il ne le fera plus jouer. Donc, c'est compliqué. Tu as Le Portel Chalon-Reims fin avril. Qui est très très chaud. Et tu as donc Le Portel Fos-sur-Mer la dernière journée. En match direct. Ouais, tu vois, et puis Orléans, ils perdent contre Cholet, qui était entre guillemets sur la bonne dynamique, mais ça va être compliqué pour Orléans. Je pense que. Ouais, c'est quand même dur pour ces 2 équipes-là. Si Orléans et Chalon-Reims descendent, ce sont 2 équipes
qui, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, du coup, se font livrer une nouvelle salle. Enfin, vraiment qui ont Ça devait être l'année prochaine pour les un deux, bel hein, outil, quoi. de mémoire. Comet, et ouais. L'année Ce sera prochaine, un parce peu que la comète, ça y est, là, Ouais. elle est faite, la salle. Donc, et à Reims, pareil, les travaux ont commencé. Donc, c'est 2 arénas de 10 000 places. Reims, c'est pas fait déjà, quasiment? Il me semble avoir vu des photos où c'était presque déjà fait à l'intérieur et tout. Orléans, Oui. Orléans, c'est couvert, c'est fait. Il y a plus que d'aménagement intérieur. Ouais, il me semblait avoir vu des photos de Reims aussi, voilà, une salle toute noire qui avait l'air pas mal du tout. Non, parce que mieux. j'y suis allé il n'y a pas longtemps à Renétis et ils n'avaient pas encore, ils attaquaient juste les travaux. Mais c'est Renétis qui refont? À côté. En fait, Ah. c'est dans le prolongement de Delaune, du stade de foot. Au milieu, Bon, après, entre les deux, si tu peux faire. Entre les deux, si tu vois comment c'est fait, entre les deux, ils ont un terrain, ils ont rasé et dessus, ils ont construit. de toute façon, il fallait, même s'ils vont en Pro B, il faut changer de salle. Enfin, je ne veux pas être, Alors, dis pas de médisant mal. avec Renétis et avec le Palais des Sports, Pierre de Coubertin, mais Renétis, tu peux. Pierre de Coubertin, pas trop, parce que j'y ai passé la jeunesse. Non, Pierre de Coubertin, c'est une super salle de basket. Il y a et d'escalade. 4500 places. Il y a 4500 places ouais, parce à l'époque, ils le mettaient en configuration avec comment on appelle ça, les tribunes amovibles, là, et ça masquait tout ça. Moi, j'ai vécu à l'époque les montées en pro et tout. Je peux te dire que quand tu avais 4500 personnes dans le truc, là, c'était vraiment une belle salle. Après, Renétis, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est une cathédrale, quoi. Tu as une grande tribune et c'est tout. Enfin, c'est mal fait. Mais à Châlons, c'est complètement dommage de ne pas y jouer plus parce que c'est une salle de basket. Mais c'est enfin, j'y viens régulièrement, c'est quand même extrêmement vieillot. C'est pas une salle qui aujourd'hui tu te dis en 2022, c'est une salle qui fait son âge clairement. C'est voilà. Ah oui. Ça fait aussi le charme du championnat de jouer dans des salles comme Oui. ça de temps en temps, hein. Mais à l'ère du sport spectacle ou du sport divertissement et où tu recherches des capitaux et des moyens de te diversifier, je rentre dans la salle, Oui, je me non. dis bon, c'est sympa, mais c'est champêtre quoi. C'est une salle de basket. Peut-être qu'on fera plus tard un débat, un épisode spécial salle de basket. Ouais, ça peut être ça. Mais là, pour faire le bilan de ce petit débat sur la descente de Betclic Elite à Pro B, vous condamnez Chalon-Reims et après ça se jouera selon vous entre Le Portel et Orléans. On va maintenant terminer cet épisode sur un mot sur les playoffs de Pro B. Il y aura c'est deux maintenant équipes. qu'on parle de la nouvelle salle de Saint-Chamond. Ah non, pardon. Saint-Chamond, pour l'instant, vous pourrez en parler vous, mais Saint-Chamond, pour l'instant, ressemble à une équipe qui va se qualifier directement avec la première place. Et ensuite, pour rappeler un peu les règles, ça se joue il y a des playoffs entre les équipes classées de 2 à 8. Sauf que non, parce que Évreux a gagné la Leaders Cup et Évreux va peut-être se qualifier dans ces places-là de 2 à 8. Donc, on prendra le 9e de Pro B pour jouer dans les playoffs. Donc, messieurs, on va le faire un peu différemment que pour la Betclic Elite. Cette fois, là, il va falloir vraiment simplement me donner vos pronostics. Quelles sont les équipes qui vont monter en Betclic Elite l'année prochaine? Et là, il faut se mouiller. Là, il faut me donner 2 équipes. Ah, pas peur. Je t'avoue, je ne suis pas forcément la Pro B, à part effectivement regarder un peu les résultats et les classements de temps en temps. Alors, je vais te dire Saint-Chamond et je vais te dire pour l'ensemble de leur œuvre, j'aimerais bien que Blois vienne rejoindre la Betclic Elite. All right. Vous avez le droit, pour ceux qui suivent, pour les experts qu'on a avec nous de la Pro B, vous avez le droit de donner un peu d'arguments aussi. On a un peu de temps, si vous voulez. Vas-y, Ben, vas-y. J'ai aussi envie de donner Saint-Chamond vainqueur, à une condition. Pour moi, ils ont presque failli en fait être déclarés champions ce soir, puisque Nancy menait de 18 points à la mi-temps sur le parquet de Vichy-Clermont, et ils ont presque fait l'exploit de perdre. Nancy, ils ont gagné de 1 point, ce qui aurait pu donner toujours 3 victoires d'avance
pour Saint-Chamond. Et là, je pense que ça aurait été quasiment plié. Non, il faut savoir que je crois que c'est dans une semaine, Saint-Chamond va aller jouer à Nancy. Donc, ce match-là peut, je pense, tout changer. J'ai quand même envie de donner la montée à Saint-Chamond, même si Nancy était mon favori de la saison. Et en play-off, je mettrais bien une pièce sur Nancy, qui devrait avoir l'avantage du terrain et qui est, je trouve, une équipe extrêmement bien construite, bâtie et qui s'est même renforcée en cours de saison avec l'arrivée de Ludovic Beerst. Donc, si Nancy n'est pas touché par les blessures, je pense vraiment qu'ils vont pouvoir aller au bout. Ils ont vraiment des joueurs d'expérience qui connaissent la division. Les postes sont doublés. C'est une équipe qui est très dure, agressive, physique. Ils ont des joueurs qui savent scorer avec Caleb Walker. Donc, je pense qu'ils ont un avantage sur à peu près en fait, toutes les autres équipes. Même Blois que j'aime beaucoup. Je pense que Nancy est un peu au-dessus. Ouais, j'ai le même. C'est pour ça que j'ai laissé parler Ben d'abord, parce que je me doutais qu'on allait, on allait se compléter sur ça. Ouais, Saint-Chamond, ils ont une belle tête de vainqueurs. Ils vont gagner des matchs. Pour monter, de toute façon, il faut toujours avoir. La Pro B, c'est quand même un championnat où il y a des temps faibles, il y a des gros temps faibles à gérer dans les matchs. Et si c'est ceux qui gèrent mieux les temps faibles qui s'en sortent et qui finissent par monter. Et eux, la semaine dernière, ils se sont sortis aussi d'un match compliqué. Ils ont été le gagner, Saint-Chamond. Saint-Chamond, je ne les vois pas ralentir. Ils sont sur une dynamique importante. Les joueurs sont en pleine confiance. Non. Et après, Nancy. Nancy, ça tourne rond, ça y est. Il n'y a plus d'espoir dans le groupe. Ils jouent avec 10 pros. Berust est arrivé. Le poste 4. Donc j'ai oublié le nom, ça va revenir. Vincent Vent est arrivé aussi. Ouais, mais après, il y en a un qui fait pas trop de bruit, mais qui fait beaucoup de David boulot, Scarra. c'est David Scarra. Lui, il fait pas de bruit, mais par contre, il fait vraiment. Tu vois, ce soir, il fait encore 21 dévals. C'est un joueur, il est partout, quoi. 14 points, 9 rebonds, des passes décisives, des interceptions, des contres. Enfin, il fait 40% à 3 points. Enfin, je veux dire, ça y est, ça tourne rond, quoi. Tout le monde est prêt. Ils sont sur une grosse dynamique. Je les vois, ouais, en plus, c'est des séries, donc sur des séries, je les vois pas faillir, quoi. En plus, c'est un gros objectif pour le club, ils se sont donné les moyens. Moi, je les vois pas passer à côté. Chalon aurait pu, si on se pose la question de quelles équipes auraient pu contrarier en fait en play-off Nancy, on aurait pu évoquer Chalon, mais leur dynamique est tellement mauvaise, ils viennent se séparer de leur coach, ils ont quelques blessés, ça a l'air de pas trop tourner, le collectif est pas là, donc c'est difficile aujourd'hui d'imaginer que Chalon puisse monter à la place de Nancy. Clairement. En plus, ils viennent d'incorporer deux nouveaux joueurs à cette période de l'année. Ils perdent Gelabal, qui est un peu l'âme. Qui était un peu l'âme de l'équipe, et je pense que c'est grâce à lui que le coach était encore là après le début de saison kata qu'ils ont fait. Non, Chalon, c'est triste aussi parce que c'est des grandes places du basket. Les ambiances là-bas aussi, c'est magnifique. Mais je vois pas qui va aller les embêter. Franchement, Antibes sur un match peut faire un coup, mais sur une série, elle fera pas un coup. Saint-Quentin, pareil. Blois, je pense qu'ils ont un peu le traumatisme des 2 dernières années. Avec un gros Tyron Johnson. On ne sait jamais sur un match, un gros Tyron Johnson, mais j'ai du mal à y croire quand même. Ouais, non. Sur un match, toutes ces équipes-là, le top 8 est plutôt intéressant. Tout le monde peut taper tout le monde, mais je pense que sur une série, après, quand tu vois les rosters, les rotations, et puis je te dis, pour bien connaître la Pro B, tu discutes avec tous les coachs de Pro B, c'est la première chose qu'ils disent, quoi. C'est si cette année on gère bien nos temps faibles, si on gère mieux les temps faibles que les autres, on sera dans le vrai. Ouais. Saint-Chamond aurait pu avoir un temps faible. Là, ils avaient, c'est simple, ils avaient leur raquette qui était décimée. Le Portugais Borovnac, qui a joué pendant la fenêtre internationale contre la France avec le Portugal, il était out. Mathieu Boyer également, l'autre pivot, était out. Ils avaient l'autre, un poste 4 également, Moqueta, qui est out pour la saison. Et je crois même qu'ils avaient encore un autre intérieur qui n'était pas là. Et malgré ça, ils ont réussi à aller gagner les matchs, sachant qu'ils avaient des road trips en plus à l'extérieur. Donc, tu dis, s'ils arrivent à s'en sortir
dans ces contextes-là. Je ne vois pas bien ce qui peut leur arriver. Ils étaient menés, je crois, de 15 points le week-end dernier à Nantes. Ils ont réussi à accrocher la prolongation. Ils ont gagné la prolongation 11-0. Ils ont aussi la réussite du champion. C'est ça, la tête du vainqueur. Ouais. Vous qui avez suivi, parce que du coup, on a fait le haut et le bas en Betclic Elite, est-ce que vous pouvez m'expliquer la catastrophe qui se profile à Boulazac? Boulazac, c'est assez. Ouais, moi, je voyais Chalon au début de saison. Chalon était un peu comme Boulazac maintenant, quoi. Je veux dire, tout ce qu'ils essayent de faire, même avec de la bonne volonté, ça passe à côté. Après, si tu regardes bien, Chalon après à moindre mesure que Boulazac, mais c'est des clubs où il n'y a pas de stabilité de coach, quoi. Ça fait, je crois que Chalon, en l'espace de 2 ans et demi, où on a passé 4. Boulazac, ils en sont à 3 sur 2 ans. Après, tu n'as plus de stabilité. Et là, Pro B, malheureusement, tu as besoin d'une certaine stabilité. Mais là, il y a quelques joueurs aussi qui sont pas trop. Il y en a qui ont un peu lâché le truc, quoi. C'est terrible. Ouais. Petite aussi malchance, c'est peut-être le coach tout simplement qui a le chat noir, puisqu'il a commencé la saison à Rouen. Il a gagné 4 matchs avec Rouen. Il signe à Boulazac il y a peut-être un mois et demi ou 2 mois. Ce week-end, il y a Boulazac-Rouen. Rouen menait très largement. Boulazac a réussi à revenir. Boulazac était à domicile. Boulazac menait de 2 points à 10 secondes de la fin. Et Rouen a mis le 3 points au buzzer. Donc, je pense que le coach, il ne doit plus en pouvoir. Et c'est peut-être même un record. Je ne sais pas si un coach dans l'histoire de la LNB a réussi à vivre 2 descentes avec 2 clubs différents la même saison. Mais c'est ce qui est en train de se profiler. Messieurs, on va conclure sur ça. C'était super intéressant. On aurait pu. Ouais, c'est joyeux, hein, c'est bien. Ouais, ouais, on va conclure sur ça parce qu'on arrive à 1 heure d'émission. Ça nous est archi intéressant. On pourrait faire 1h30, mais il y aura d'autres épisodes de Ficelle qui arrivent bientôt. Je remercie Étienne qui était avec nous tout à l'heure. Je remercie Cédric, Ben, Fred. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi, Thibaut. Oui, on se retrouve pour le prochain épisode de Ficelle. Salut.